Bien bonsoir, bien bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir tout le monde, et bienvenue sur le plateau de Qui fausse nous, le magazine de l'intelligence collective en action. Alors cette semaine, nous allons rencontrer un acteur social, c'est l'Assise, le SAMU social, et nous recevons donc ce soir Monsieur Dominique Lagier, qui est le directeur général de l'Assise. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Très bien, merci. Et puis Madame Laloupe aussi, qui est responsable du pôle médico-social, c'est ça? Voilà, social et médico-social. Belle bonjour tout le monde. Merci, très très bien. Alors, l'Assise, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est né quand? Voilà. Alors, l'ACIS, c'est l'association citoyenne pour les insertions solidaires et économiques qui a été créée en 2003. Alors, elle a été créée, cette association, par la volonté, il faut le dire, du maire de l'époque, de la ville de Fort-de-France, qui a souhaité constituer une association ou un dispositif qui puisse commencer à prendre en charge les problématiques d'errance sur le territoire il y a déjà 20 ans. Donc en 2003, c'était M. Letchimy. M. Letchimy. Il y a 20 ans, on commençait à voir poindre la présence sur le territoire de Fort-de-France, du centre-ville par exemple, en particulier, des problématiques d'errance. Et c'est dans ce cadre-là que la ville de Fort-de-France a décidé de créer une structure qui s'appelle l'Assise pour accompagner ces personnes en difficulté. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, donc l'Assise, c'est combien de collaborateurs? Alors, on arrive maintenant à pratiquement une cinquantaine de collaborateurs, donc une équipe pluridisciplinaire. Hein. Et pour comprendre même l'essence de ce travail, nous avons plusieurs dispositifs, donc, dont un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous avons aussi des places maison relais. Nous avons une équipe de maraude de SAMU social. Nous avons aussi... Alors, qu'est-ce que c'est justement l'équipe de maraude de SAMU social? Alors, SAMU social, effectivement, c'est une équipe d'intervention qui, effectivement, intervient directement en rue auprès des personnes qui sont en situation d'errance, hein, qui, malheureusement, ne vont pas vers des structures existantes, hein, qui effectivement, qu'on retrouve sur les trottoirs, hein, qu'on appelle nos errants, en train de driver généralement, ce qu'on appelait anciennement les clochards. Et l'objectif est de pouvoir établir un contact avec eux et essayer de les rapprocher, non seulement des structures, mais de répondre à leurs demandes. Donc, généralement, c'est avec de la médiation, on leur offre un café, on leur offre une petite collation, et surtout pouvoir garder ce lien, pouvoir dans quelle mesure répondre au fur et à mesure à des besoins beaucoup plus précis. D'accord, très bien. Alors, je sais que vous avez parlé donc, du centre d'hébergement, mais je crois savoir aussi que vous avez un programme de relogement. Alors, l'Assise, c'est, pour compléter ce qu'a dit ma collaboratrice, c'est 9 unités de service. D'accord. Chacune de ces unités de service a une mission précise. Alors, il y a ce dont on vient de parler, le SAMU social, avec les maraudes. Il y a l'hébergement, avec l'hébergement d'urgence, l'hébergement de stabilisation, les maisons relais. Il y a aussi un dispositif sanitaire pour l'accompagnement sanitaire des personnes. Et tout ça faisant, nous avons un pôle, si vous voulez, un groupe d'action et de mission qui interviennent pour aller dans un même sens. Une prise en charge globale des problématiques rencontrées par les personnes de manière générale. Donc au niveau de l'hébergement, nous avons 43 places de maison relais. Ce sont des dispositifs d'hébergement qui conduisent à l'autonomie, hein, qui accompagnent les personnes vers leur autonomie. Donc ce sont des logements qui sont en ville, qui sont dans les villes. La cité. Voilà, dans la cité. Pour l'instant, une grande partie de ces hébergements se trouve à Fort-de-France. Nous sommes en train d'externaliser une partie, effectivement, de ces maisons relais sur le nord de la Martinique. Nous essayons, autant que faire se peut, de capter d'autres solutions logement dans le sud ou sur le nord Caraïbe, parce que nous pensons qu'il faut effectivement faire en sorte que les réponses puissent se retrouver sur l'ensemble du territoire et qu'on puisse à ce moment-là créer un maillage territorial de prise en charge qui permette d'éviter, par exemple, que les personnes qui sont en difficulté dans le sud ne viennent trouver des solutions dans le centre-ville, puisque nous avons fait le constat, hein, tout le monde fait le constat, que Fort-de-France est vraiment
le centre d'accueil, hein, le bassin d'accueil des personnes qui sont en très grande difficulté, et en particulier celles qui sont sans abri. D'accord, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Non, c'est exactement ça. Le bassin, effectivement, quand on voit à Fort-de-France, on voit l'accumulation, la population migrante qui est vraiment grandissante. Donc, l'objectif est de pouvoir aussi créer du lien avec aussi les familles, hein, comme M. Lager le disait précédemment. Ces personnes sont effectivement, pour certaines, originaires de d'autres communes de l'île. Pourquoi pas, effectivement, par cette extension de nos places d'hébergement sur l'ensemble du territoire, permettre aussi de pouvoir recréer les liens avec la famille. Alors, j'ai vu aussi que donc l'ACIS n'agit pas seulement sur Fort-de-France, mais aussi tend à agir sur l'ensemble du territoire martiniquais. Et j'ai vu aussi que vous avez organisé un maillage des acteurs, je dirais, sociaux, pour justement répondre à votre raison d'être. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, nous avons un coordinateur, hein, du SAMU social sur le territoire. Sa mission, justement, c'est de créer les conditions d'une coordination sociale et médico-sociale. Alors, la coordination, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait un ensemble d'acteurs qui interviennent dans le même champ, qui se mettent ensemble à travers des réunions de coordination, à travers des réunions de synthèse, à travers des études de cas, qui se mettent ensemble pour résoudre les problématiques rencontrées par un certain nombre de personnes, pour éviter que chacun ne se retranche dans son camp militaire et essaye de défendre sa base tout seul, défendre ses intérêts tout seul, en pensant que tout seul, on arrivera à réussir, hein, les accompagnements, compte tenu de la complexité de ces accompagnements. Ce n'est pas possible. Il fallait qu'on mette en place cette coordination. Donc le but aujourd'hui de cette coordination, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ de l'action sociale, on parle des CCAS par exemple, dans les communes, oui. On parle également des associations qui interviennent déjà sur le terrain dans un certain nombre de secteurs de communes. Et notre but, c'est de réaliser cette coordination, c'est de réaliser ce maillage et cette rencontre avec ces acteurs-là pour essayer de trouver des solutions idoines qui conviennent à la prise en charge des personnes qui sont dans de grandes difficultés sociales. Alors, chaque année, Madame Laloupe, vous aidez combien de personnes, vous accueillez combien de personnes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de votre activité? Alors, sur notre file active, on est autour de 600 personnes que nous accompagnons, que nous prenons en charge sur l'ensemble de nos unités de service, hein, donc pour pouvoir apporter des réponses qui soient adaptées. Donc, aussi bien sûr, les missions d'hébergement, les missions de logement, les missions d'accompagnement, les missions aussi d'orientation. Donc, c'est vraiment une population très dense, qui se présente, hein, et avec des problématiques qui sont chacune très spécifiques. Donc ça peut être une problématique par rapport à l'alimentaire, hein, problématique par rapport à l'hébergement, de pouvoir aussi refaire tout ce qui est en lien avec les accès aux droits sociaux, donc avoir une carte d'identité, pouvoir à nouveau être un citoyen au sein de notre territoire Martinique, et puis aussi pouvoir répondre à des besoins aussi sanitaires, de la petite bobologie, des orientations vers des services un petit peu plus spécifiques. Donc c'est vraiment un accompagnement très très complexe, et comme M. Lager le disait, il est important de pouvoir coordonner pour ne pas morceler encore plus ces personnes qui, à travers leur histoire de vie, ont beaucoup de traumas, donc essayer de pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir se recentrer sur leurs besoins primaires. D'accord, très bien. Alors, moi, je voudrais savoir, donc je sais que vous faites, donc vous avez une trentaine de collaborateurs, mais vous faites aussi appel à l'énergie citoyenne, et que quelquefois, donc, vous lancez des appels au bénévolat. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est encore plus d'actualité. On dit bien souvent que la Martinique n'est pas solidaire. Je crois qu'en tout cas, nous faisons preuve de cette solidarité au sein de nos missions. Chaque année, sur nos temps forts, nous avons vraiment un pôle de bénévoles qui se présentent, hein, de manière très systématique et qui reviennent chaque année pour nous apporter un peu de leur temps, et puis surtout apporter un peu de leur temps aux personnes que nous prenons en charge. Je prends pour exemple l'un des partenaires que nous avons très fort, c'est Mali, l'association SDF, hein, avec qui nous travaillons sur plusieurs
plusieurs projets qui répondent à des besoins spécifiques. Vraiment un grand salut à Mali. Encore cette semaine, nous avions cette manifestation Soupe Sabon 2e édition qui répondait cette fois-ci à apporter une réponse pour les femmes en rue. Donc c'est aussi une problématique importante. Nous avons participé avec lui sur la première édition au financement d'un séjour de rupture. Donc c'est vraiment un projet qui permet de pouvoir apporter aux personnes que nous accueillons une rupture par rapport à un environnement qui est souvent toxique. Donc leur permettre de pouvoir découvrir d'autres choses, travailler sur leurs acquis, leurs compétences. Donc oui, je vois qu'ils étaient partis en Guadeloupe, c'est exactement ça. Donc découvrir sa culture, mais aussi d'autres cultures pour se reconstruire soi-même. Donc là aussi, c'est vraiment des temps forts. Et puis d'autres associations. Donc on arrive pour les fêtes de fin d'année. Chaque année, nous avons l'association Un Panier pour tous qui vient pour nous proposer un repas festif pour le 24 décembre. Et puis toutes les mains utiles qui se présentent vraiment. Nous avons, je crois, une Martinique qui est vraiment solidaire. Alors comment ça se passe si jamais donc des bénévoles veulent venir contribuer? Alors je sais que vous avez une page Facebook, ça s'appelle Assise SAMU Social. Mais pour les gens qui n'ont pas Facebook, comment ils font pour vous contacter? Alors avant de répondre à cette question, je veux insister sur la nécessité pour nous d'être en contact avec la population. La population, c'est celle que nous appelons à venir nous aider dans nos activités, dans nos missions. Donc, les bénévoles, ce qu'on appelle les bénévoles. Il est très important pour nous de réussir cette action de création d'un pôle de bénévoles, parce que pendant un certain nombre d'années, nous avons été seuls, un peu seuls, en tant qu'association, à nous occuper ou à nous pencher sur les problèmes, sur la souffrance, sur la détresse d'un pan de notre population. Et il y a eu à un moment donné un schisme, une incompréhension entre les actions que nous menions sur le terrain et la population, si bien que nous avons ressenti la nécessité de mettre en place des actions qui permettent de changer le regard de la population martiniquaise sur ces problématiques d'errance. Parce que ce regard était un regard vraiment réprobateur la plupart du temps. Et à travers on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais à travers des actions spécifiques, nous avons essayé de rapprocher. Alors il y a eu un projet photo qui a été réalisé avec le soutien de la préfecture d'ailleurs, et malheureusement je ne me souviens plus du nom du photographe. Monsieur Saïz. Monsieur Saïz, qui nous a accompagnés sur une série de photographies que nous avons faites des personnes en rue. Oui. Et ces photos ont fait l'objet évidemment d'un traitement particulier, c'était vraiment sur du 4x3, et nous avons fait des expositions dans un certain nombre de lieux de la Martinique pour permettre justement aux personnes de venir voir, non pas voir pour juger, mais voir à travers l'expression dégagée par les photos, voir la souffrance, la véritable souffrance d'une partie de notre population, hommes, femmes, jeunes, vieux. Et ça a eu un grand succès. Et d'ailleurs, nous avons encore les photos. Alors, ça fait quand même 4-5 ans. Il y a 4-5 ans. Et ces photos, nous les avons toujours et nous comptons bien les utiliser, les réutiliser dans le cadre de nouveaux projets. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que sur la nécessité que les bénévoles viennent vraiment travailler avec nous. Parce que si les bénévoles viennent travailler avec nous, ça va recréer ce lien indispensable, utile, avec la population, avec le peuple de Martinique. Parce que les personnes qui sont en rue, ce sont des enfants de chez nous. Les personnes âgées que nous rencontrons en rue, ce sont des personnes âgées de chez nous. Ça pourrait être des grands-parents ou des personnes qu'on a connues dans nos quartiers, dans nos communes. Les jeunes qui sont en très grande difficulté par rapport à la toxicomanie, par rapport aux addictions, par rapport à l'alcool, voire par rapport à la délinquance. Ce sont des enfants de chez nous. Et il faut que la population prenne en main l'accompagnement et la prise en charge de cette population qui est la sienne. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à attendre que les pouvoirs publics, que les collectivités, que les mairies fassent ceci ou cela, réclamer à ces collectivités tout le temps de nous aider, de nous donner de l'argent pour faire ceci et cela. L'argent est nécessaire, certes, mais il y a aussi à se mobiliser à travers des petites actions. Ce que Mali fait, par exemple, ça ne coûte pas des milliers de cents ce qu'il fait quand il invite des artistes. Quand il conscientise un certain nombre d'artistes sur la nécessité
d'accompagner cette souffrance. Après, les artistes viennent bénévolement, mais en face, on a toute une population, c'est de 2000 à 3000 personnes qui participent à cette manifestation sous Sabon et qui apportent leur contribution. Ce sont des sommes qui sont récupérées et qu'on met au service des personnes qui sont en rue. Donc, si la population se mobilise avec nous, quand je dis nous, les associations qui interviennent dans le secteur, on va réussir, on a une grande chance de réussir la prise en charge de nos errants. Je comprends, c'est que non seulement donc vous parlez à l'urgence justement des personnes qui sont en situation d'errance, mais vous effectuez aussi un travail de fond pour changer le regard que nous-mêmes nous avons sur nos frères et sœurs qui sont dans l'errance et qu'on change de comportement donc vis-à-vis d'eux, qu'on soit plus solidaire et puis vous leur restituez aussi beaucoup de dignité et d'humanité. Et moi, je voulais savoir, donc ça fait 20 ans que l'Assise existe, quelles sont les compétences qui ont été mises en œuvre pour que justement l'Assise puisse donc se créer et puisse se développer, se maintenir? Alors, à part les compétences techniques, parce que nous avons besoin de technicité, ne serait-ce que dans le travail social, donc nous avons des professionnels qui sont formés pour intervenir dans le cadre de nos missions. À part ces compétences techniques, il y a la compétence humaine. Et pour nous, c'est celle qui est la plus fondamentale, la compétence humaine. Quand nous recrutons du personnel à l'Assise, nous recrutons certes des personnes qualifiées, mais nous recrutons d'abord des personnes avec une grande sensibilité humaine, humaniste. Et c'est sur ça que nous jugeons de la possibilité pour cette personne d'intégrer nos équipes. Et jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas trompés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'accompagner des personnes qui sont en grande désaffiliation sociale, en grande détresse, en grande rupture sociale, des personnes qui ont des faiblesses, qui sont traumatisées. Madame Lalou a parlé des traumas tout à l'heure. Vraiment traumatisées par les expériences négatives qu'elles ont pu vivre. On ne s'en rend pas compte comme ça. Les personnes ne sont pas dans la rue par hasard. Oui. Parce qu'un jour, elles se sont dit « Makala en l'aria ». Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est toute une histoire, c'est toute une trajectoire, c'est toute une errance de misère qui conduit à la rue. Et il est important même si nous avons des techniques, des choses qu'on a apprises à l'école, en formation, il est important que ce soit le cœur qui parle d'abord. D'accord, donc si je comprends bien, donc beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie, beaucoup de dons de soi, c'est ça? C'est primordial. Même beaucoup d'amour, en fait. Hein. C'est un mot qu'on n'aime pas employer, mais je crois que c'est aussi ça. Hein. Et je crois que les collaborateurs le disent tous, on n'est pas là par hasard. Si on n'a pas effectivement cet amour de l'autre, cette envie de voir l'autre effectivement progresser et puis d'être dans le non-jugement, dans le respect de l'autre, dans sa différence, hein, c'est de pouvoir aussi accepter que l'autre, par son bonjour, malheureusement, nous exprime de la violence. Mais en fait, quand on a compris que cette violence exprime un mal-être, comme l'a dit Monsieur Lagier, on arrive à lui permettre de pouvoir l'exprimer différemment et de pouvoir faire ce travail que les professionnels qualifiés font, donc de pouvoir mettre des mots sur ces mots qui font bien souvent mal. Donc c'est vraiment ce travail de fond qu'il est important. Si on vient simplement pour pouvoir donner un café, apporter un vêtement propre, ça c'est très bien. Mais il faut aller dans le fond pour pouvoir comprendre pourquoi il est important d'accompagner ce vêtement par un sourire. Comment vas-tu? Donc chercher à comprendre comment il a passé sa nuit. Donc c'est ça. Donc le rapprocher de ce qui fait de lui un être social, un citoyen, un humain tout simplement. Très bien. Alors je vais vous poser une question un peu d'actualité. On est aujourd'hui dans un contexte de post-pandémie, post-crise sanitaire. Quel a été l'impact justement de cette crise sanitaire, cette crise sociale que nous avons vécue en Martinique sur le phénomène de l'errance? Nous avons vu apparaître effectivement par cette crise qui a aussi beaucoup affecté des structures, des personnes qui étaient déjà très fragilisées, de nouveaux pauvres. Monsieur l'a dit tout à l'heure, des personnes âgées qui aujourd'hui se retrouvent en rue parce qu'effectivement cette fragilité qu'ils avaient déjà avant la pandémie les a conduits aujourd'hui à se retrouver dans une grande détresse sociale, qui viennent pour pouvoir avoir de quoi manger.
Ça, c'est quelque chose de très fondamental pour chacun d'entre nous, mais de savoir quoi manger le soir ou le matin. Donc, c'est des choses qu'ils ne retrouvaient pas. Beaucoup de jeunes qui, effectivement, se sont retrouvés en difficulté, en errance, en squat, qui se retrouvent chez nous. Et beaucoup de femmes aussi, aujourd'hui, victimes des fléaux de la rue, tels que la prostitution, les consommations excessives de produits toxiques. Donc, c'est vraiment ce pan de la société qui a basculé malheureusement aujourd'hui vers la grande désocialisation. D'accord, très bien. Alors, je voulais juste préciser sur cette même thématique. Le nom de l'émission, c'est Kifos-nous. Oui. Et nous, on a été forts, l'équipe de l'Assise. On a été forts pendant cette période. Parce que pendant cette période, alors que toutes les structures fermées, alors que toutes les directives, même de nos politiques, les directives de nos institutions, préfectures, conseillaient à tout le monde de se retrancher, de s'isoler pour se protéger, ce qui était tout à fait normal. Nous avons été les seuls à rester quotidiennement sur le terrain, en contact avec les personnes sans abri. Nous nous sommes substitués à beaucoup de structures dont la mission, justement, c'était de donner à manger. Nous sommes substitués à ces structures parce que nous avions conscience de la nécessité d'être aux côtés, avec tous les risques que ça pouvait, vers lesquels on pouvait s'engager. Nous sommes restés présents en rue tous les jours, matin, midi, soir, pendant toute la période de pandémie. Nos agents ont pris des risques incroyables. Nos structures d'hébergement ont été ouvertes pour toutes les personnes, alors qu'à ce moment-là, on conseillait d'éviter la promiscuité. Oui. On conseillait de s'isoler. Mais nous, n'ayant pas les moyens de donner à chacun un appartement, nous avons quand même accueilli ces personnes dans des espaces collectifs, avec tous les risques que ça pouvait engendrer. Il a fallu une pédagogie d'action de nos personnels pour faire en sorte que les personnes concernées retrouvent un peu de discipline, parce qu'il fallait porter le masque, il fallait se laver les mains tous les jours avant de manger, il fallait se laver avant d'aller se coucher. Et ça, c'est quelque chose qui nous a mobilisé, cette période de pandémie, a mobilisé au-delà, c'est pour ça que je parlais de cœur tout à l'heure, au-delà de la technicité, a mobilisé l'humanité de tout un tas de personnes, donc les équipes de l'Assise, mais aussi certains bénévoles, il faut le dire, sont venus nous donner un coup de main en rue pendant cette période. Et ce qui a été remarquable, c'est de constater que ces personnes, bien qu'en errance, bien qu'en étant désocialisées pour certains, en ayant des comportements un petit peu asociaux de temps en temps, et ces personnes, pendant cette période-là, ont été à l'écoute. Nous avons fait des tests en rue, des tests de Covid en rue, avec un véhicule sanitaire qui a été financé d'ailleurs par l'ARS à l'époque. Nous étions les seuls à aller en rue faire ces tests-là, avec nos infirmières, nos services de soins, nos aides-soignants, nos éducateurs spé, nos agents. Parce qu'évidemment, personne ne voulait le faire, parce que tout le monde avait peur. Nous n'avons pas eu peur d'aller en contact avec cette population et de faire ces tests. Et ces personnes nous voyaient tous les jours, avec nos infirmières en blouse dans les rues. Et ces personnes on avait l'impression que ces personnes avaient compris que nous étions là pour eux, pour elles. Vraiment, merci beaucoup de ce récit-là, que moi je ne connaissais pas. Et merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donner donc le mot de la fin à Madame Laloupe. Donc donne les coordonnées, parce que je n'ai pas donné. Oui, voilà, les coordonnées. Si on veut vous rejoindre, vous aider à aider encore plus la population qui en a de plus en plus besoin, comment on fait? Alors, vous nous appelez au 05 96 63 03 68 63 03 68 ou encore 72 86 06. On va répéter 72 86 06, donc 105. D'accord. Et puis, aussi par mail, contact, arrobase,
assisesamusocial.org. D'accord. Contact assisesamusocial.org. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est nous. De votre Merci à Merci vous, à vous. M. Jean-Marie, pour nous avoir invités à cette belle émission que nous aurions souhaité plus longue, parce qu'on a beaucoup de choses à dire Ah oui, je sais bien. sur ces problématiques. Mais en tous les cas, nous vous remercions beaucoup de nous avoir permis de le faire. Oui, merci. Et merci à vous, merci à Zouk TV, merci à vous, téléspectateurs. Et je pense qu'on a reçu une belle leçon d'amour ce soir. Donc merci beaucoup et à bientôt sur Qui Fausse Nous, donc le magazine de l'intelligence collective en action. Et on a appris que ce soir, l'amour, c'est Fausse Nous. Exactement. Merci, à bientôt. Allez, au revoir.